Bonjour à tous, chers amis. Passé la fête de Purim, on a encore du temps avant de parler de Pessah, surtout que cette année c'est un Pessah particulier, puisque ça tombe veille de Pessah, c'est Shabbat. On aura le temps d'en reparler si Dieu veut. Quand est-ce que les jeunes du premier-né qui sera jeudi, on brûle le Chametz vendredi, on annule le Chametz Shabbat. Si Dieu veut, on aura le temps d'en reparler. Mais aujourd'hui, on va reprendre les lois de Shabbat, j'ai mis la page, et les lois de Mouktsé numéro 3. Mouktsé facile. On va voir dans quelle catégorie rentre l'électroménager, ordinateur portable, téléphone portable, cahier, outils d'écriture, simple cahier, je ne parle pas seulement de stylos et autre chose. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait déplacer, ne pas déplacer? Quelle est la raison derrière? Quelle est la logique derrière? Avec le maximum de références comme d'habitude. La semaine dernière, il y a 2 semaines, qu'on avait terminé avant de parler de Purim. On était, si tu te rappelles, avec les lois. Tu parlais de la marmite, les couverts. Est-ce que c'est des choses qu'on peut déplacer ou pas? Est-ce qu'un couvert du marmite, c'est considéré quelque chose de mouktsé, quelque chose qu'on ne peut pas déplacer, etc. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui sont les objets d'écriture. Objets d'écriture, comme les objets de peinture, de décorer. Ça rentre dans les critères de Kli Shemlarto Leisur, qui veut dire un outil qui serait utilisé à une but officiellement des choses interdites. C'est pour ça que des cahiers, ou des ramettes de papier, ou même des feuilles d'ordinateur vides, sont considérés Kli Shemlarto Leisur, qui veut dire un objet qui serait éventuellement, qui ne sert pas à être, qu'est-ce que tu vas faire avec Shabbat? Parce que le but essentiel, pourquoi tu pourrais les utiliser, c'est pour écrire ou imprimer. Ça, c'est des choses que tu ne devrais pas faire Shabbat. Alors justement, rentrons dans les détails. Le Nour Zaken, il écrit dans le Siman 308, Seif 6, qu'une feuille blanche qui est faite pour écrire, puisque tu fais attention de ne pas l'utiliser pour autre chose, en deux mots, tu ne vas pas manger dessus ou quoi que ce soit, parce que tu en as besoin pour écrire ou pour mettre ton imprimante, etc. C'est pas considéré un keli. C'est même pas un ustensile. On apprend de ce que l'Admor Zaken te dit, que le fait qu'un papier est utilisé pour écrire, c'est pas ça qui lui donne le forme ou le statut d'un keli, d'un objet, d'un ustensile qui pourrait devenir permis ou interdit. Ce qui veut dire, un papier, d'après l'Admor Zaken, est pas un ustensile qui est forcément utilisé pour écrire. Un papier, on va dire, c'est une matière brute, qui peut être d'un document, qui peut être d'un livre, et tout le temps que le produit n'est pas fini, on peut rentrer dans les critères de Mouktsé Mahmad Goufo. Ça veut dire, il serait peut-être Mouktsé, il serait peut-être interdit de déplacer à cause du papier en tant que soi, parce que tu fais attention à la propreté du papier, tu fais attention à ce que le papier représente. Seulement, si on ne fait pas attention à utiliser ce papier pour d'autres choses, jusqu'à ce que je puisse l'utiliser pour sa propre utilisation, à ce moment-là, il rentre dans les critères de ce qu'on appelle un keli, malgré que ce n'est pas l'utilisation préalable. Par exemple, c'est très bien quand tu reçois aujourd'hui des ramettes de papier, que si tu les mets tordus dans la main ou quoi que ce soit, après tu as un problème, ils vont commencer à s'embobiner ou se froisser dans la machine, ça ne marche pas comme il faut, etc. Et pareil, avec beaucoup de produits de matière brute ou matière première, que puisque tu pourrais éventuellement les utiliser dans leur situation actuelle, ils pourraient éventuellement être considérés un keli. Le meilleur exemple qu'on a, c'est avec des tasseaux de bois, que oui, un tasseau par nature, tu fais rien avec, mais au final, tu sais très bien que si tu commences à utiliser ou mettre du poids dessus, ou mettre des choses que pas forcément c'est son utilisation, tu finiras par le tordre, l'esquinter ou le rendre tordu, etc. Et donc, la conclusion. Aujourd'hui, dans notre génération, qu'on ne fait pas attention sur des feuilles vides qui vont servir seulement à écrire, et parfois on va les utiliser pour d'autres utilisations. Par exemple, tu veux mettre une feuille sous un verre de thé, ou tu n'as pas quelque chose pour mettre sous une machine, ou bien tu vas le mettre sur une chaise, tu n'as pas envie que la chaise se salisse. Bref, tu peux les utiliser pour autre chose. Ils sont considérés comme un keli, comme un objet, un ustensile. Néanmoins, puisque leur occupation principale, c'est d'écrire et d'imprimer pour eux, donc ils sont considérés un kli shemlarto leisur. Un keli, qui veut dire un ustensile ou un objet, que son but principal est pour quelque chose d'interdit. Maintenant, si c'est des papiers qui sont déjà imprimés, ce pas des papiers qui ne sont pas encore imprimés, qui ont déjà été utilisés, est-ce qu'on peut, si bien sûr c'est des choses qu'on peut lire Shabbat, on verra après, on avait parlé je crois déjà sur les journaux, on avait parlé sur tout ce qui sont les affiches publicitaires, etc., que pas forcément on peut lire sur Shabbat.
Si c'est des choses que tu peux lire Shabbat, bien sûr que tu peux déplacer. Comme on a vu la dernière fois, tous les objets saints, comme les écrits saints, ou comme tout le manger. Si maintenant c'est des papiers que tu n'as pas le droit de lire Shabbat, tout dépend. Si tu fais attention de ne pas les utiliser pour autre chose, par exemple des documents de banque ou des documents de business ou des contrats, bref, des choses importantes que tu n'as pas envie que ton fils ou ta fille va commencer à salir ou faire du coloriage dessus, à ce moment-là, c'est pas un keli, ça devient un moukhtse, mahmad goufo, ça veut dire que c'est interdit de déplacer par rapport à ce que tu fais attention à l'objet lui-même. Si maintenant tu fais pas attention, ça te dérange pas de les utiliser pour des autres occupations, par exemple, plein de fois tu as des journaux que tu sais pas quoi faire avec et que tu utilises par exemple pour éplucher des pommes de terre dessus, je sais pas, pour faire des autres choses, que bref, tu n'as absolument rien à faire, si ça va se salir, si ça va se déchirer, si ça va se mouiller, à ce moment-là, ça rentre dans les critères de Kli, Shem, Lartol et Issour, qui veut dire un objet qui a pour but d'être quelque chose d'interdit, tu pourras le déplacer quand tu as besoin de la place ou par rapport à l'objet lui-même. Tout ce qui sont les objets électroménagers, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, dommage. Tout ce qui sont les objets électroménagers, qui sont faits pour faire des objets, des fonctions interdites de Shabbat, bien sûr c'est ce qu'on rentre dans les critères de Kli, Shem, Lartol et Issour, des ustensiles que leur but essentiel c'est pour faire des choses qu'on ne peut pas faire Shabbat, comme on l'a expliqué dans la halakha précédente, comme un four, comme la plaque de Shabbat, etc. Et donc la question qu'on peut demander, la question très simple, est-ce qu'une plaque de Shabbat, elle est moukhtse Shabbat? Est-ce que tu peux la déplacer ou pas? Donc tu as un câble qui est assez long, tu l'as mis dans un endroit, et aujourd'hui tu as besoin de cet endroit parce que tu as plusieurs invités qui sont venus, tu veux faire une salade, tu veux découper des légumes, et ça prend juste le temps de travail. On n'a pas dit maintenant de la débrancher ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu peux la déplacer? Et n'importe quelle autre chose, on a fait la fameuse exemple avec un ventilateur, ou bien avec une télécommande comment on appelle ça, une télécommande de climatisation, d'air conditionné, ou bien une télécommande de parking, de voiture et des choses pareilles. D'accord? En deux mots, tu parles ici de quoi? Tu parles d'une machine à l'électroménager, que pour pouvoir les faire fonctionner, il faut les mettre en marche. Il faut en général allumer ou éteindre un courant électrique. Bien sûr que ça rentre dans les critères de Kli, Shem, Lartol et Issour, un objet que son but premier est un but qui est fait pour quoi? Pour des choses interdites. Tu n'as pas le droit de les mettre en route Shabbat. Alors la question elle est, est-ce que tu as le droit de les déplacer Shabbat ou pas? Est-ce que, comme j'ai dit, tu as la plaque de Shabbat, plaque électrique, est-ce qu'elle est considérée moukhtse? Un radiateur, un four, ou bien un chauffage. Je dis, tu as les chauffages que tu mets des chauffages d'appoint dans une chambre ou quoi que ce soit. Et tu veux savoir, est-ce que, bref, le radiateur il souffle sur la tête, tu l'as bloqué de manière qui sans arrêt te rend froid, il faisait froid, il faisait chaud hier, ce soir il fait pas chaud, ou le contraire, qu'est-ce que tu peux faire? A priori, à premier abord, une plaque électrique, le digne, il est comme la Kli, Shem, Lartol et Issour, un objet dont son but et son utilisation est pour des choses interdites, parce que la plaque est faite pour garder le manger chaud Shabbat, ou pour cuisiner, certains l'utiliseraient qui est interdit de faire Shabbat. Et donc tu pourrais très bien la déplacer, les tzorech mekoma, pour l'endroit même, ou bien pour la plaque en elle-même, si tu as besoin de déplacer la plaque, si jamais on va dire une chose pareille. En tout cas, même quand elle est en route, tu as le droit de la déplacer, parce que tu as besoin de la place. D'accord? Il y a certains décisionnaires qui te disent que même une plaque éteinte est considérée une Kli, Shem, Lartol et Issour, un objet qui est son but préalable. Ça ne va pas me dire que tu es là pour servir des sushis dessus. C'est pas une planche de bois, tu fais autre chose avec. Mais c'est sûr que quand elle est allumée, on est beaucoup plus rigoureux avec. Parce que certains vont te dire que quand elle est allumée, c'est quelque chose que tu pourrais pas forcément... débrancher par une le risque de débrancher, etc. Maintenant, quelle est la source? Quelle est la source de cette interdiction? On apprend ça de l'Agmara. L'Agmara te dit d'abord, pourquoi tu n'as pas le droit de déplacer une bougie qui est allumée pendant Shabbat? Alors bien sûr, si tu me dis que tu as la crainte que tu vas bouger la bougie, elle va s'éteindre à cause de ça, c'est ce qu'on appelle un davar she'eino mitkaven. Davar she'eino mitkaven veut dire c'est quelque chose que tu n'as pas l'attention. Ton but préalable n'était pas d'éteindre la bougie, donc ça serait permis. La conclusion de l'Agmara, c'est quoi? Anach lener shemen uptila, je dis le langage de l'Agmara, oublie quand on parle d'une bougie en huile et une mèche, parce que c'est devenu un bassiste de davar assour. Une base, quand Shabbat est rentré, c'est devenu une base pour quelque chose d'interdit. Viens, Rashi t'explique. La mèche, l'huile et l'ustensile, en deux mots la bougie ou le vase, etc., sont tous des bases pour une chalevet, sont tous des bases pour la mèche. Et puisque la mèche, elle est moukhtse, elle est interdite, c'est pas le cours d'aujourd'hui pourquoi, automatiquement tout ça devient quelque chose d'interdit, et c'est ce qu'on a l'habitude en général de te dire, avec la menorah de Hanouka que tu as allumée dans un endroit avant Shabbat,
que si tu n'as pas mis là-bas des choses qui pourraient te permettre de bouger le tabouret ou la chaise ou la table où tu as mis la menorah, tu ne pourrais pas la bouger après pendant le Shabbat. Bien sûr, il faut que les bougies sont éteintes. Et donc, automatiquement, tu ne peux pas les déplacer. Et donc, basé sur cette idée que la Gemara te parle avec la bougie, le décisionnaire te pose la question, qu'est-ce qui se passe avec une lampe qui est allumée? Est-ce que, par exemple, tu as un lampadaire dans le salon, et peu importe, il est dans un endroit où tu n'as pas besoin de cette lumière, dans un autre endroit, tu en as eu besoin, et la question elle est, est-ce que tu as le droit de déplacer cette lampe allumée d'un côté de la chambre à l'autre côté de la chambre? L'essentiel l'essentiel de la lampe, c'est quoi? C'est essentiellement un fil électrique qui brûle, d'accord? Ou bien un fil qui brûle, parfois quand le jeune écouteur. Et pour beaucoup de sujets halachiques, on considère ce fil qui brûle, tu sais, que tu as dans la lampe ou quoi que ce soit, à l'époque, déjà c'est de LED, mais avant tu avais ce petit fil que quand la lampe elle a sauté, tu voyais qu'il a cassé. C'est considéré comme une étincelle de feu. Par exemple, c'est très bien qu'allumer une lampe Shabbat, c'est considéré comme si tu as mis le feu Shabbat, tu as allumé du feu Shabbat. Et puisque la Gemara elle te dit, on vient de voir, c'est basé sur la même source, sur la même racine qu'une flamme est considérée mouktsé, la même chose serait avec ce fil, et donc la lampe entière serait interdite de bouger Shabbat, comme un vase ou un objet dans lequel il y a une flamme qui est allumée. D'après ça, les décisionnaires sont venus rajouter, on va dire, une étape encore plus loin, et ils ont écrit qu'on pourrait éventuellement, de la même raison, considérer une plaque électrique comme mouktsé. J'ai déjà ouvert une plaque électrique, parce qu'elle ne marchait pas. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il y a à l'intérieur, c'est absolument rien. C'est 2 pierres avec un fil, avec un ressort, etc. Pour ça, en te lavant, on va savoir quoi. Il n'y a rien dedans, d'accord? L'essentiel, c'est quoi? C'est ces ressorts électriques, justement, qui font que ça donne de la chaleur, qui sont considérés mouktsé, mahmad goufo, interdits de déplacer par rapport à l'objet lui-même. Les autres parties de la plaque, il n'y a rien d'interdit, c'est une plaque de fer, une plaque de métal, des pierres, c'est des choses qui deviennent des bases pour quelque chose qui est interdit. Un bassiste, c'est de vers l'assaut. Et donc, pour eux, ce serait exactement la même chose avec un four. D'après ça, certains sont mahmir, certains sont rigoureux quand tu parles de ce qu'on appelle un appareil électrique ou un radiateur électrique, quand ils sont allumés, parce que c'est ce qu'on appelle cette flamme qui est à l'intérieur, qui pose problème, mais la halakha, le maaseh, il n'y a pas besoin d'être si rigoureux, et si quelqu'un il a besoin de le déplacer, il peut très bien le déplacer, mais si on demande de faire attention, pas appuyer les boutons, pas débrancher, etc. Mais déplacer en soi, un ventilateur qui va d'un côté, tu le déplacer de l'autre côté, tu peux très bien le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Maintenant, si tu parles des appareils électriques, que les utiliser ne dépend pas avec le fait de les allumer ou les éteindre de manière électrique, et ils ne sont pas là pour faire des choses interdites pendant Shabbat, automatiquement ils sont considérés des kli shem larto leiso. Pardon, un objet qu'on pourrait utiliser pour quelque chose de permis. Le meilleur exemple qu'on a tous dans la maison, c'est un frigidaire. Le frigidaire, tu n'es pas là en train d'appuyer qu'il fonctionne quand tu l'allumes, mais il ne fonctionne pas quand tu l'éteins. En général, tu branches, il n'y a pas de bouton même. Je ne connais pas un frigidaire où tu as un bouton allumé et éteint. Ça marche et ça marche. Si tu l'es branché, tu marches. D'accord. D'abord, tu as le droit de mettre des choses dans le frigidaire Shabbat, tu as le droit de refroidir des choses Shabbat. Et le fait d'utiliser constamment le frigidaire, c'est pas ça qui va changer l'électricité. Et donc, il n'y aurait pas de problème d'utiliser un frigidaire Shabbat, non, convenablement. Je ne rentre pas dans le détail de la lampe, je ne rentre pas dans les détails de changer la température, et ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec les frigidaires digitales, où la température s'allume, que parfois, quand tu laisses la porte ouverte trop longtemps, automatiquement, la chaleur rentre à l'intérieur, et la température risque de changer. C'est pour ça qu'on t'a dit de faire attention, de ouvrir rapidement, de fermer rapidement. Et surtout, aujourd'hui, par exemple, au Betrabat, on a le frigidaire que dès que tu laisses ouvert 1 minute ou 2, ça commence à sonner. Alors, on parle de tous ces détails, on verra ça une autre fois. Pas le sujet maintenant. Un portable, un ordinateur portable, Mac, Apple, un téléphone portable, une montre, smart montre, comme on appelle ça, une smartwatch d'Apple ou autre chose, et tous les autres appareils digitales. Et pareil, quand tu as les vélos, on appelle aujourd'hui les trottinettes électriques, ou n'importe quel autre appareil électrique, ça demande constamment d'utiliser l'électricité. À part ça, il y a aussi le problème que ce sont des appareils qui coûtent cher. Et donc, ils rentrent dans une autre catégorie de mouksé, comme on verra dans le prochain chapitre. C'est pas juste un mouksé simple, c'est un différent mouksé. Après, on a un autre détail intéressant. Donc, on parle de kli shem lartol et issur, ou bien mouksé gamo. Tous ces ustensiles qui sont là pour entretenir ou entreposer quelque chose de mouksé, qui sont considérés des kli shem lartol et issur, un objet qui pourrait être éventuellement utilisé pour quelque chose d'interdit, même quand ils sont vides. Par exemple, l'argent, c'est mouktsé. Une boîte de tzaka,
en soi, n'est pas un mouktsé. C'est une boîte que tu peux utiliser pour mettre, je sais pas, un livre dessus, pour lire un livre, tu fais les boîtes carrées en bois, etc. D'accord? Mais comme c'est une boîte qui est utilisée pas pour ouvrir des boîtes de conserve ou pas pour je sais pas faire quoi, mais c'est fait pour mettre de l'argent dedans, automatiquement c'est un cliché chez marteau et sourd, c'est un objet qui est totalement considéré pour faire quelque chose d'interdit. La cendre d'une cigarette est mouktsé. Un cendrier, même quand il est propre et vide, il serait aussi considéré un cliché chez marteau et sourd, parce que c'est un ustensile qui en règle générale tu utilises pour quelque chose d'interdit. On en parle dans l'écriture, on a vu tout à l'heure que plusieurs fois un cliché, marteau et sourd, tu peux le déplacer, le tzorer goufo, le tzorer mokomo, si tu as besoin de l'endroit, si tu as besoin de l'objet lui-même. Ça, par exemple, je dis pour mettre un livre dessus, quoi que ce soit, mais en soi, c'est pas quelque chose que c'est pour être considéré permis. Si maintenant tu parles avec, et là c'est déjà un autre critère, quand tu rentres dans un cliché, marteau et sourd, tu veux dire un objet qui a pour but d'être utilisé pour interdit, mais c'est un objet qui est très cher. En deux mots, c'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour un autre but que l'objet lui-même. Par exemple, une batterie. Pour faire de la musique, pour faire du bruit. C'est pas quelque chose que tu as commencé à manger dessus un repas, faire servir un repas à des gens, on va faire des plateaux de sushi sur une batterie. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est des objets que les gens y font attention. Pareil, une machine à coudre, ou tout ce qui sont des objets pour coudre, qui sont importants. Ça, c'est un mouktsé de d'autres types, d'autres catégories qu'on verra dans le prochain chapitre, qui font partie des catégories qu'on a vues avec tous les appareils digitaux, que tu ne vas pas manger sur un ordinateur, tu ne vas pas servir à manger sur un portable, sur un Mac ou quoi que ce soit, parce que tu n'as pas d'autres plans, tu n'as pas d'autres planches. Et donc, tu dis, ben voilà, j'ai un ordinateur portable, j'ai utilisé pour servir. Quand normal, il ne fait pas une chose pareille. C'est une halakha très importante, on va voir ça dans tous les états plus tard. Parce que ça va nous donner la possibilité de pouvoir cataloguer ou catégoriser les objets, s'ils sont mouktsé ou pas, et en fonction de ça, éviter de faire beaucoup d'erreurs. Pareil, ça va nous définir qu'est-ce que ça veut dire mouktsé par rapport à un humain. Est-ce que c'est toi qui as décidé? Parce que mouktsé, c'est quoi? C'est-à-dire que tu l'as défini, que tu ne vas pas l'utiliser pour autre chose que son propre utilisation. Un appareil de dentiste, par exemple, ou quoi que ce soit, tu ne vas pas commencer à utiliser un couteau dentaire, je ne sais pas si c'est un couteau pour couper du pain. Tu vas faire attention, c'est pas la même chose, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher, beaucoup plus raffiné, quelque chose qui peut se casser beaucoup plus, etc. Et là, il est important d'avoir ce qu'on appelle ces critères halachiques de base. Qu'est-ce qui fixe, quelle est l'utilisation principale de l'objet? C'est pas l'objet, c'est pas le but pour lequel le fabricant a décidé d'utiliser. Seulement l'utilisation que toi tu en fais réellement. Un ouvre-boîte ou un tire-bouchon, le fabricant, je ne pense pas qu'il a pensé à créer un tire-bouchon pour faire quelque chose d'autre que d'ouvrir des bouteilles. Disons que toi, tu as décidé de l'utiliser pour une autre, je ne sais pas, pour faire un trou dans une boîte de conserve. Va savoir. Je ne sais pas, autre chose. Le problème, il est, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Parce qu'en règle générale, les gens, ils utilisent les objets pour la fonction que l'objet il a été créé. J'ai un marteau n'est pas fait pour ouvrir une noix de coco. Non, je ne sais pas comment ils ouvrent les noix de coco dans les autres endroits. Mais en règle générale, tu vois qu'en Afrique, etc., ils ont des grands couteaux, ils savent exactement comment couper, ils savent comment casser. Mais plein de fois, il y a un objet qui a été créé pour un certain but, et que toi, tu décides de l'utiliser, de dévier le but pour lequel l'objet a été créé, et de l'utiliser pour autre chose. Et donc, ici, on ne va pas commencer à se dire qu'on va dépendre de ce que chaque être humain fait avec cet objet, parce que ce qu'on appelle un adavasov, il n'y a plus de fin, si tu veux dire chacun fait ce qu'il a envie, non. Enfin, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font avec cet objet? En règle générale, et c'est ça qui va définir à quoi est utilisé cet objet. Et comme je dis, tout dépend de personne à personne. Tu as une personne qui va utiliser un cendrier pour mettre des pistaches ou des choses pareilles. Et tu as une personne qui, puisqu'il n'est pas fumeur, et qu'on lui a donné un cendrier, il ne sait pas quoi faire avec, et c'est un cendrier de valeur peut-être. Donc il va décider pour mettre des olives, servir à table. Son occupation, c'est une assiette. Une autre personne qui est fumeur, je ne vois pas pourquoi il mettrait du manger dans un cendrier où il met de la cigarette tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça dépend de personne à personne. Prenons un exemple avec ce qui se passe. C'est très subjectif. Exact. Prenons un exemple avec ce qui se passe dans la cuisine. Des ciseaux. En Israël, je pense que c'est encore un des seuls pays au monde où tu trouves des sacs de lait. Mais pas des bouteilles de lait. Tu trouves le lait dans des sacs, comme des sacs de Javel. La première fois que j'étais en Israël en tant qu'élève à la Yeshiva, je n'avais pas compris. Je savais qu'en France, tu voyais des sacs de Javel, d'un litre de Javel, ça c'était des sacs. Tu vas dans les centres commerciaux, tu vois des sacs de lait. J'ai jamais compris pourquoi tu vas faire une bouteille normale. Bref. Qui n'a pas un ciseau dans la cuisine en Israël? Pourquoi ils n'auraient pas un ciseau? Ils ne vont pas déchirer, d'abord ça ne se déchire pas avec les dents. Tu vois avec un ciseau.
ils ne sont pas considérés un cliché mlartol et iso. Chez toi à la maison, quelqu'un normal qui n'a pas de sac de lait pour ouvrir, il n'a pas des ciseaux dans la cuisine. Tu as des ciseaux de poulet. Les ciseaux pour couper du poulet, peut-être, ça existe. Il y en a, j'en ai vu. Pour couper, aujourd'hui, tout arrive déjà en barquette, découpé, etc. Mais tu as des ciseaux que les gens utilisent pour couper de la viande. C'est des autres ciseaux différents. Nous, les ciseaux à la maison, ils sont dans la cuisine. Pour faire quoi? Ouvrir toute chose. Quoi? Ouvrir des paquets secs, des épiceries, des choses pareilles. Très bien. Principalement. Voilà. Mais alors, en général, un ciseau n'est pas fait pour ouvrir quelque chose de manger. La personne qui a, très bien, mais la personne qui a créé le ciseau en général, oui. Quand tu vas chez Carrefour dans le rayon affaires scolaires, tu trouves là-bas des ciseaux. Oui. Tu as trouvé dans le rayon bureau, tu as trouvé des ciseaux en général. Dans le rayon cuisine, c'est rare de trouver des ciseaux. Tu vas trouver, comme j'ai dit, tu vas chez Métro, tu trouves là-bas des ciseaux pour de cuisine, des ciseaux qui sont faits pour couper la pâte, pour couper du poulet, pour couper de la viande, pour couper des choses dures, très bien. Mais le fait que toi tu as décidé de rendre ce ciseau qui est à faire pour couper du manger, automatiquement, ce n'est pas un cliché mlartol et iso. Ok, la différence entre un ciseau que tu utilises, entre un ciseau ou une fourchette ou autre chose. En deux mots, quand toi tu veux savoir sur l'objet qui est dans tes mains, est-ce que c'est un objet qui est muktzeh ou pas, la question qu'on doit se demander, c'est pas qu'est-ce qu'est cet objet, mais la question qu'on doit se demander, c'est comment tu utilises cet objet. Et en fonction de ça, tu peux avoir une réponse à beaucoup de choses. Mais non. Quand tu veux savoir pour quel but tu vas essayer de le changer, de le bouger, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, il y a encore une base. Cette base, elle est très facile, comme on l'a dit tout à l'heure. La base de muktzeh, qu'on a vu la dernière fois qu'on peut voir sur l'application eTorah, eTorah, les premiers cours sur les lois de muktzeh, c'est pour faire en sorte de faire éviter une personne d'utiliser quelque chose Shabbat, que depuis le départ de Shabbat, tu l'as défini comme quelque chose que tu ne vas pas utiliser Shabbat. Tu ne vas pas être amené à utiliser quelque chose que tu ne veux pas utiliser pendant Shabbat. Pour ça, c'est muktzeh. Puisqu'avant Shabbat, ta pensée c'était que ce n'est pas quelque chose que tu as besoin pendant Shabbat, tu ne peux pas l'utiliser pendant Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cliché mlartol et iso, un objet que son but essentiel, pourquoi tu veux l'utiliser, il est interdit. Il est muktzeh, il est interdit de déplacer, interdit d'utiliser. Maintenant, ça que concrètement nos mains sont fermées, Shabbat, tu ne peux pas l'utiliser, ça c'est une chose. Parce que le but de cet objet, c'est un but qui a été fait pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire en sorte, alors c'est peut-être me dit, pour cet objet il a été fait pour, cet objet il a été fait pour quoi? Parce que cet objet il a été fait pour quelque chose d'interdit. Par exemple, on ne va pas mettre une marmite sur le four pendant Shabbat. Ça c'est une règle. Pourquoi on ne va pas mettre une marmite sur le four pendant Shabbat? Parce que tu ne vas pas cuisiner Shabbat. Puisque tu ne vas pas cuisiner Shabbat, tu ne mettras pas une marmite sur le four. Et donc tu sais très bien, quand Shabbat est rentré, que tu ne vas pas utiliser cette marmite. D'accord. Ça veut dire que la marmite, elle est devenue quelque chose de muktzeh. Néanmoins, cette marmite n'est pas totalement muktzeh, parce que tu peux très bien l'utiliser pour une autre occupation qui est permis d'utiliser Shabbat. Parce que tu ne l'as pas rendu muktzeh de l'utiliser de manière active. En deux mots, utiliser cette marmite pour la mettre sur le four, bien sûr que tu n'as pas pensé à faire ça Shabbat, que tu ne veux pas cuisiner Shabbat. Donc cette marmite pourrait être définie comme quelque chose de muktzeh. Mais tu peux l'utiliser pour quelque chose qui est permis Shabbat. Et comme j'ai vu dans beaucoup de traiteurs qui viennent de votre travail, qui te font ces belles tables décorées dans les buffets, etc. En général, comme ils te font différents niveaux, tu mets des marmites à l'envers ou ils te mettent des seaux plastiques à l'envers, tu mets une nappe dessus, tu penses que pour ça tu as payé 100 € la part parce qu'ils t'ont fait quelque chose de décoratif alors que c'est des seaux de poubelle à l'intérieur. Très bien. Ils t'ont mis une marmite à l'envers. Cette marmite, elle n'est pas interdite? Oui, c'est vrai que la personne qui a créé la marmite et qui a construit la marmite, il n'a pas pensé que tu vas utiliser ça, une marmite qui coûte 50 ou 100 € pour mettre dessus un plateau de sushi, un plateau de gâteau. C'est pas ça le but. Et comme tu es dans un endroit où tu fais un kiddush, où tu as fait quelque chose et tu n'as pas comment faire quelque chose de décoratif, et tu n'as pas assez de seaux en plastique ou de seaux de mayonnaise ou de seaux de ketchup, et tu as une marmite, et tu veux mettre quelque chose en valeur et tu mets cette marmite à l'envers, cette marmite maintenant est définie comme quelque chose qui est totalement permis à utiliser pendant Shabbat. Elle n'est pas considérée muktzeh. Même si avant Shabbat, tu ne pensais pas un instant utiliser cette marmite pour son objectif principal, qui était de cuisiner avec pendant Shabbat. Donc tout dépend encore une fois, qu'est-ce que tu fais avec. Maintenant, un cliché mlartol et iso, comme on a dit, un objet que depuis le départ c'est quelque chose que tu ne peux pas utiliser. Tu n'as pas le droit de bouger Shabbat sans aucun but. Même pas pour le but de l'objet lui-même. Le chafetz lui-même, par exemple, tu as une enceinte, comme aujourd'hui tu as les enceintes portatives, plus les enceintes que tu peux déplacer. Et tu as les enfants qui s'amusent avec. Et tu sais très bien que ces enfants ils s'amusent avec et ça va tomber par terre. C'est quelque chose qui va coûter très cher. Alors, tu as envie de prendre l'enceinte, et tu as envie de le mettre dans l'armoire, comme ça les enfants ne vont pas le toucher, ne vont pas le scatter, ne vont pas le... Ça, c'est ce qu'on appelle un muktzeh de quelque chose par rapport à l'objet lui-même. Tu as le droit de déplacer par rapport à cet objet.
Mais tu as eu le droit de déplacer un kli shemlato leisur, un objet qui a pour but d'être quelque chose d'interdit, pour l'utiliser pour une autre chose, pour une autre utilisation qui n'est pas son but principal. L'utilisation que tu peux utiliser Shabbat. Ça, c'est ce que la Mourazakim te dit. Pour le Mishnah Berurah dans le Siman 308, il te permet, quand tu as besoin d'utiliser cet ustensile, parce que tu n'as pas un autre ustensile que tu pourrais faire la même chose avec. Par exemple, ce qu'on appelle dans la halakha, on a dit tout à l'heure le tzorer gufo. Qu'est-ce que ça veut dire le tzorer gufo? Pour le besoin de la personne qui doit utiliser cet objet. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as un ventilateur qui est ouvert et il est en train de souffler face à un endroit où les gens ne sont pas assis. Avant, les gens étaient assis dans le canapé et maintenant, il ne sert plus à rien parce que les gens sont passés à la table. Tu as le droit de bouger les langues, les pales de l'ordinateur, de ventilateur, pour qu'il va faire du vent. Ça ne sert à rien qu'il fasse maintenant de l'autre côté de la pièce où il n'y a personne. Il faut mieux qu'il le fasse du côté où les gens ils sont assis. Ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, des ciseaux que tu vas utiliser pour ouvrir un sac de lait dans la cuisine. Et ça, c'est important de dire. On parle des ciseaux qui ne sont pas faits pour la cuisine. Parce que si tu parles des ciseaux qui sont faits pour la cuisine, depuis le départ, ils ne sont pas du tout mouxés. Les khatril, elles n'ont jamais été mouxés, puisqu'ils sont faits pour utiliser dans la cuisine. Là, je te parle des ciseaux de bureau, quoi que ce soit, que depuis le départ, ils ne sont pas faits pour la cuisine, mais tu voudrais utiliser comme tu as, par exemple, dans les couteaux suisses, etc., etc. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, ce qui définit l'interdiction ou l'objet, c'est son utilisation, pas le nom et pas la fonction générale ou originale de cet objet. Pareil. On peut ouvrir la trousse alors. Une trousse? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? Pour prendre les ciseaux. Bah, il y a des stylos. Oui. Il y a d'autres stylos. Ah, on va arriver au stylo, on va tout de suite voir. Pareil, tu peux donner à un enfant un pain pour s'amuser avec, alors tu sais que le pain, tu ne vas pas l'utiliser, qu'on a dit la dernière fois, etc., etc. L'exemple classique que la Gemara et que la Mishnah amènent, la Mishnah, déjà autant de Mishnah écrit par rapport à l'utilisation d'un objet que pour but préalable était fait pour faire une interdiction, c'est un kurnas liftzor boegos. Je ne sais pas si c'est un type de marteau, quelque chose pour casser une noix. À l'époque, c'est ce que les gens utilisaient. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver, on va dire, un objet qui a multifonction, comme un couteau suisse ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, chaque objet est bien défini pour chaque chose. Pareil, tu peux déplacer un kli shemlato leisur, qui veut dire un objet qui a pour but d'être utilisé pour quelque chose d'interdit, pour le déplacer de l'endroit où il se trouve. C'est ça la définition, on a vu dans la halakha, le tzorech mekomo. Tzorech gufo, ça veut dire pour ta propre utilisation, le tzorech mekomo par rapport à la place où il est. Par exemple, tu as ton fils qui est venu avec la trousse du travail du cartable, et il les a mis sur ta chaise et tu dois t'asseoir Shabbat. Maintenant, tu as besoin d'un endroit, tu as besoin de t'asseoir. Ou bien, tu as par exemple une machine qui est faite pour tondre la pelouse, qui est juste à l'entrée du dépôt que tu as dans le jardin. Et tu dois aller chercher du vin, ou peu importe, tu dois chercher quelque chose dans le dépôt, et la machine, elle te bloque. Tu as le droit de le déplacer, comme on l'a dit tout à l'heure, le tzorech mekomo. La place où cet objet se trouve te dérange, tu as besoin de cette place. Tu veux passer, tu as besoin de la chaise pour t'asseoir, etc. On peut aussi déplacer un kli shemlato leisur, un objet qui a une fonction interdite, pour n'importe quelle autre utilisation, à condition que tu ne vas pas avoir ici un gain ou un profit pour l'objet lui-même. Par exemple, tu peux prendre le mouktsé, la chose mouktsé à un autre endroit, même si tu n'as pas besoin de l'endroit où il se trouve, mais pour qu'il ne dérange pas l'endroit où il se trouve. Par exemple, tu peux déplacer le ventilateur, pas seulement quand tu as besoin qu'il s'ouvre dans un endroit, mais même quand tu veux plus qu'il s'ouvre dans un endroit. Même le contraire. C'est-à-dire, maintenant, il est en train de souffler sur la tête des gens, ou tout est en train de rouler sur la table, et ça dérange plus qu'autre chose, tu as envie de détourner qu'il va dans un autre endroit. Tu as une alarme qui sonne, ce qui arrive tous les Shabbats en général, on n'a pas le droit d'éteindre l'alarme qui sonne pendant Shabbat, pendant qu'elle est en train de sonner. Tu as tout à fait le droit de la déplacer, de la prendre, si elle n'est pas branchée, de la mettre dans l'armoire, de la mettre dans un tiroir, de la recouvrir, de faire en sorte qu'elle n'a pas te déranger, tu peux rester dormir encore quelques heures. C'est pour les gens qui aiment dormir. Ramasser des mouchoirs qui se sont éparpillés par terre, vraiment il n'y a aucune utilité avec. Mais ça dérange, tu peux les ramasser, ou bien tu as le droit de débarrasser la table, on verra ça plus tard, parce qu'officiellement, après la halakha, ça s'appelle mouktsé. Pourquoi mouktsé? On dit que les os de poulet ou les os de poisson, tu n'as aucune utilité avec. Mais comme tu veux avoir ce qu'on appelle une table Kavod Shabbat, etc., tu peux très bien les déplacer, parce que ça te dérange qu'ils soient sur la table, c'est pas normal de laisser une table pareille. D'accord? Maintenant, rentrons dans un détail intéressant, c'est un détail qui se passe, que j'ai eu la chance de le faire, la chance, je ne sais pas si c'est la chance ou pas, mais j'ai eu... Nos femmes nous diront qu'on a même le droit de débarrasser la table, les autres jours. Oui, c'est pour Shalom Bayit. Pour Shalom Bayit, pourquoi pas. Quand Rabbi était à l'hôpital, c'était en 1994, dans les derniers mois.
On avait l'habitude, plusieurs élèves de la yeshiva, d'aller dormir à côté de l'hôpital, d'être là-bas H24. On priait, on mangeait, si vraiment il y avait à manger. Et c'est surtout qu'on dormait dans le soir dans les voitures. Il n'y avait pas d'hôtel à côté, dans Manhattan, et personne ne pensait à aller payer maintenant une nuit d'hôtel, je sais pas, 300-400 $, donc il va trouver une Malaysia pour rester proche du Rabbi. On habite au 8e étage, un tour rez-de-chaussée, etc. Et on dormait dans les voitures. Ça arrive aujourd'hui régulièrement, avec Gimel Tammuz par exemple, quand il y a 50 000 personnes qui sont là prier quand Shabbat tombe Gimel Tammuz, cette année c'est dimanche, donc quand ça tombe Shabbat, il y a énormément de gens qui louent des mobil-homes, qui sont des caravanes, ça s'appelle ça comme ça en français, où ils dorment dans la voiture pendant Shabbat, dans les lits, etc. Je me rappelle à l'époque, on avait la police qui passait, qui nous réveillait au milieu de la nuit parce qu'on laissait la clim à fond. Et les fenêtres, il étaient fermées, et ils disaient que c'est très mauvais pour le gaz qui s'échappe de la clim, que parfois des gens peuvent s'asphyxier et mourir à cause de ça. Donc il faut laisser toujours un peu la fenêtre ouverte. Donc on laissait toujours la fenêtre ouverte, etc. Est-ce qu'on a le droit de dormir dans une voiture Shabbat? Oublie, tu as enlevé le contact, tu as enlevé les lumières, tu as éteint les lumières avant Shabbat, quand tu ouvres la porte et tu fermes, il n'y a pas de lumière qui s'allume, même si aujourd'hui de plus en plus c'est électronique, quand tu t'approches, la voiture elle se déclenche, à peine tu mets le doigt, la voiture elle bouge. Hein? Il n'y a plus de modèle. Il n'y a plus de quoi? De voiture compatible à ça. Oui, aujourd'hui, à peine tu t'approches, ça commence à se mettre en marche, tu dis qu'est-ce que tu as fait, bref. Ou bien, est-ce que tu as le droit d'envoyer des bougeoirs en cadeau pendant Shabbat? Tu as une fille qui s'est mariée, tu as une femme tu as une amie, peu importe, dans un endroit où tu peux porter, tu as oublié d'amener le cadeau pour le mariage, tu as donné le cadeau pour une bat mitzvah. Est-ce que tu peux donner des bougies en cadeau pendant Shabbat? Des bougeoirs, pardon. D'accord? Ça, c'est pour avoir des idées de ce qu'on a parlé, le Torah Goufo. Maintenant, si on fait la halakha sans bouger de la règle, droite ou gauche, parfois ça arrive que tu fais des choses qui peuvent te paraître, c'est ce que je débat plusieurs fois avec plusieurs personnes, comme des choses gravissimes ou des choses interdites, mais la réalité, ils sont totalement permis sans aucun problème, et les gens, parfois, ils s'interdisent parce qu'ils ne connaissent pas forcément la halakha. L'idée numéro 1, rentrer dans une voiture Shabbat. Tu es invité quelque part, et tu n'as pas l'endroit pour dormir. Très bien. Est-ce que tu vas rentrer dans la voiture pour dormir Shabbat? Ça arrive régulièrement à côté du réel, ou dans beaucoup d'endroits. Je veux dire, voiture, c'est voiture, tu as voiture et tu as aussi mobil-home. C'est comment les mobil-home en français? Une caravane? Caravane, d'accord. Est-ce que tu as le droit de rentrer? Et la réponse, elle est que oui. Une voiture, c'est définitivement un cliché la personne qui a créé la voiture, il n'a pas pensé à la faire pour faire ça un lit ou une nuit d'hôtel. D'accord. Maintenant, tu as le droit de porter ou déplacer une voiture de Torah Goufo pour soi-même. Tu as le droit d'ouvrir la porte, de t'allonger sur le siège, c'est que c'est totalement une utilisation autorisée de la voiture Shabbat. Mais si c'est pas pour dormir, pour t'asseoir, tu n'as pas d'autre place, etc. Si tu as besoin de prendre un objet de la voiture, tu as oublié quelque chose dans la voiture, tu es parti faire les courses, ta femme, où ils sont telle et telle chose, tu as oublié un sac dans la voiture. Tu as le droit de sortir les objets de la voiture. Pourquoi? Parce que la porte, c'est ce qui te bloque à arriver à l'objet. Et donc, ça s'appelle déplacer le Torah comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à l'endroit lui-même. Tu as besoin de l'objet. Ah, le fait qu'il est dans la voiture, j'en ai rien à faire, moi j'ai besoin de l'objet, j'ai besoin de la voiture. Comme j'ai dit, c'est important de rappeler. On ne peut pas ouvrir la voiture avec l'électronique, avec une télécommande. Il faut ouvrir avec la main. S'assurer que la lumière ne va pas s'allumer quand tu ouvres la voiture. Comme tu as dit aujourd'hui, c'est difficile de trouver une voiture pareille. Mais le fait même d'ouvrir une voiture et d'utiliser la voiture, c'est quelque chose qui est permis. Même s'il n'y a pas de lumière, il y a un voyant qui va se déclencher, disant pourquoi? que la porte est ouverte. Et si tu coupes le contact totalement? Je ne sais pas comment ça va. Je sais qu'aujourd'hui c'est difficile. Je ne vois pas de voiture aujourd'hui que dès que tu ouvres une porte, il n'y a pas quelque chose qui se met en route. Et tout d'un coup la radio qui se met en route, il y a quelque chose qui se met en route. Ça dépend des voitures. Il faut savoir, il n'y a pas toutes les voitures qui sont aussi sophistiquées, on va dire, avec tellement d'électronique. Peut-être qu'il y a des voitures, on te dit aujourd'hui que des voitures... Dans une voiture de collection, alors. Non, tu as des voitures, on va dire, des utilitaires Maison de milieu. qui sont en général pas pour comme de transport ou de convoi, etc. Ils sont beaucoup moins électroniques que de... Par exemple, tu as tous les polos, tu vois tous les jours des gens dormir dedans, tous les soirs, ça se passe, ils sont tellement d'électronique, comme tu as dans une voiture qui est déjà de dernière génération, etc. Mais là, il faut faire attention important. De la même manière qu'on a dit que n'importe quelle fois que tu déplaces un mouktsé, le Torah Goufo, le Torah Mekomo, qui veut dire pour toi-même ou pour l'objet lui-même, tu dois te rappeler qu'on t'a permis de le faire seulement pour ces objets-là. Donc tu ne veux pas commencer à dire, puisque la Torah me permet dans certaines circonstances d'utiliser la voiture, autant en profiter. Par exemple, ouvrir la voiture, c'est permis. Mais est-ce que j'ai le droit de fermer la porte de la voiture en sortant? Est-ce que c'est permis? Pourquoi ce serait permis? Si c'est pour protéger la voiture, que quelqu'un ne vient pas s'asseoir dedans, ne vient pas voler la voiture, ça s'appelle déjà un tiltoul, de bouger la voiture pour le besoin du mouktsé lui-même. Et ça, c'est interdit. D'accord? Enfin, je n'ai pas dit que c'est pour ça que tu veux fermer la porte. Tu veux fermer la porte parce que tu as besoin qu'elle ne va pas se mouiller, parce que tu as besoin de revenir plus tard pour t'asseoir plus tard. Il faut trouver des raisons pourquoi tu veux s'asseoir plus tard, etc. La suite,
Oui, on a dit tout à l'heure de donner des bougeoirs comme un cadeau à une fiancée, à un fiancé ou à une bête mitzvah, etc. L'Agmara de l'Agmara, Masechet Betza, le traité Betza, page 15a, elle te parle, est-ce qu'on a le droit de donner des cadeaux le jour de Yom Tov? Parce que quand tu es invité chez quelqu'un d'autre, tu amènes des bouteilles de vin, tu amènes des fruits, tu amènes quoi que ce soit, et l'Agmara te raconte que Rav Sheshet, il a permis à Chachamim d'envoyer des tefilines le jour de Yom Tov. Malgré qu'on ne met pas les tefilines Yom Tov, tu peux envoyer une paire de tefilines en cadeau à ton ami Yom Tov. Viens Tasfot, sur l'Agmara. Dans l'Agmara, Shabbat, page 60, il te demande, puisque les tefilines rentrent dans les critères d'un kli shem l'arto leiso, un objet pour lequel l'utilisation est interdite Shabbat, tu n'as pas le droit de mettre des tefilines Shabbat, et c'est quelque chose de mouktsé, comment tu peux les déplacer Yom Tov? Et ils ont expliqué, parce que puisque tu les envoies pour Simchat Yom Tov, pour la joie de Yom Tov, c'est considéré comme si le tzoreh roufo, tu rends quelqu'un joyeux, toi aussi tu es joyeux, tu as donné un cadeau pareil Shabbat. Yom Tov. Viens sur ça, Rabbi Akiva Iger, pardon. Et il te dit, de là, moi je permets d'envoyer Shabbat à un khatan le jour de son mariage, le Shabbat Brachot, des bougeoirs en argent, que tu n'as pas utilisé pendant ce Shabbat, comme un cadeau pour Shabbat, parce que tu réjouis le khatan. Et réjouis le khatan, c'est le tzoreh roufo, c'est pour la personne. Et donc, je peux très bien envoyer pour un Shabbat, a priori, un mixeur, ou un kenou de ce que tu veux à un khatan, même si c'est un klish martelé, il ne va pas l'utiliser Shabbat. Mais là, j'utilise le tzoreh roufo. Mais il y a deux points à faire importants. Premièrement, n'importe quel ustensile qui est mouktsé mahmat ches rankis, on verra ça plus tard dans le prochain chapitre, qui veut dire un mouktsé qui est interdit à cause d'une perte d'argent, qui veut dire un bougeoir, bien sûr, si tu achètes un bougeoir en cristal à 5 euros, il casse demain, c'est pas important, mais si c'est un bougeoir en argent que tu as payé 500 000 euros, tu ne vas pas commencer à le traîner n'importe comment, n'importe quoi, tu n'as pas le droit de le déplacer, même le tzoreh roufo, parce qu'il est mouktsé aussi mahmat ches rankis du fait que tu fais attention avec, tu n'as pas envie de perdre cette valeur. Donc il n'y a pas cette permission. Deuxièmement, la permission elle est seulement pour celui qui envoie. Mais pour le khatan, celui qui a reçu, c'est qu'il ne peut rien faire avec, il n'a pas le droit de déplacer Shabbat. Parce qu'il n'a pas ce gain qu'il s'est réjoui par ça qu'il a donné un cadeau. Il n'a rien donné, lui il l'a reçu. La halakha, qu'est-ce qu'il nous dit? La majorité des décisionnaires vient te dire la chose suivante, d'après les deux cas qu'on a dit, qu'il vaut mieux pas les utiliser concrètement Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a un autre problème, ce qu'on appelle les zilzoul de Shabbat. Pas profané, mais dégradé aux yeux de ceux qui ne savent pas. Ils vont s'imaginer que ça veut dire que quelqu'un donne un mixeur Shabbat à quelqu'un d'autre, on a le droit de toucher un mixeur Shabbat. Ils vont se dire à la maison, je peux aussi déplacer les mixeurs, je peux aussi allumer les mixeurs pour des gens qui ne connaissent pas. Pareil avec une voiture. Je pense que quelqu'un va faire attention, il va se dire, tu as fait attention d'enlever la lampe, qu'il n'y a pas d'électronique, qu'il n'y a pas de détails, et il risque de faire. Donc beaucoup te disent, vaut mieux éviter. Dans le cas où on n'a pas le choix, etc., on a vu les manières dans lesquelles la morale permet de le faire. Ce que j'ai dit, c'est écrit ici dans la Kut Yosef, Siman 308. Ok, il y a une autre manière, il y a un autre moyen dans lequel on peut permettre de déplacer un kli shem l'arto leiso, qui veut dire un objet dont l'utilisation principale était pour quelque chose d'interdit, même pour le besoin de l'objet lui-même. Par exemple, pour mettre quelque chose dessus qui n'est pas mouktsé, et de prendre les deux ensemble à l'endroit où tu aurais voulu les prendre. En deux mots, tu es en train de prendre et de transporter le mouktsé de passage, c'est pas l'essentiel, et l'essentiel que tu cherches à déplacer, c'est l'objet permis. C'est pour ça que d'après les Sfaradiens, tu peux faire ça dans n'importe quelle circonstance. Il y a Kut Yosef, la même chose, Siman 308, Seif 107. Pour les Ashkenaz, tu peux faire ça seulement pour empêcher une perte financière importante qui pourrait être entraînée si le mouktsé reste dans l'endroit où il se trouve. Comme ça, c'est écrit aussi dans le Shulchan Aruch Azaken, et même pour les Sfaradim, c'est écrit pareil dans le Kaf HaChaim. Quelle est l'idée derrière? Prenons un exemple. Quel est l'objet que tu peux avoir, que tu pourrais éventuellement déplacer? Objet permis? Un livre, oui, mais avec quel objet interdit? L'Agmara Shabbat, pas l'Agmara Shabbat, l'Agmara, oui, l'Agmara Shabbat, page 142. Amar Rabbi Yeshaya a été dit, tu as oublié un porte-monnaie dans la rue, ou dans la cour, et tu as peur qu'il vienne se faire voler. Tu peux mettre sur le porte-monnaie un pain ou un enfant, et le transporter. Viens Rabbi Yitzhak qui te dit, si tu as oublié une brique dans la cour, à l'époque les briques ça coûtait cher, tu peux mettre dessus un pain ou un enfant et le déplacer. Viens Rabbi Yehuda bar Shel Ardon de Ravas et il te dit, une fois on avait oublié un panier ou un porte-monnaie, si ça existait à l'époque, ou une pochette, plein d'argent dans un chemin qui était entre deux villes. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus demander à Rabbi Yochanan, ils lui ont dit, mets dessus un pain ou un enfant et tu le déplaces. Viens Mazoutra tu dis, la halakha, elle est comme tout ce qu'on vient de dire. Qui veut dire, la définition de permis, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, on peut considérer que déplacer la chose, c'est que tu déplaces quelque chose de permis alors que la chose interdite, elle est un moyen
par laquelle tu pourras déplacer la chose qui est permise. Mais toi, en réalité, tu veux chercher à déplacer la chose qui est permise, pas la chose qui est interdite. Et bien, la mère, elle te dit, quand est-ce qu'on te dit une chose pareille, que tu peux mettre un pain ou un bébé pour déplacer, la seule chose que tu pourrais déplacer de cette manière, c'est un mort. Un mort, Shabbat, il est mouktsé. Quelqu'un qui est décédé dans la maison, que Dieu nous en préserve ou ailleurs, tu as le droit de déplacer Shabbat. Par contre, si tu as peur qu'il se trouve dans un endroit où il va se dégrader, comme par exemple sous le soleil, on sait très bien que quelqu'un qui décède, il peut commencer à devenir pas seulement les odeurs et pas seulement se décomposer rapidement, surtout dans un endroit qui fait chaud. On a permis de mettre un pain dessus ou un enfant pour pouvoir le déplacer, Mishum Kevod Amet, pour le respect de la personne qui est décédée, mais pas pour les autres cas. Vient le Roche de l'Agmara et te dit que la conclusion, elle n'est pas d'accord avec cette brette qu'on a amenée de l'Agmara. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'un pilon, qu'on appelle ça côté écrase l'ail. S'il y a de l'ail dedans, tu peux le déplacer. Sinon, tu ne peux pas le déplacer, puisque tu ne peux pas écraser de l'ail en petits morceaux Shabbat. C'est notre nacha. Parce que c'est un cliché, pourquoi c'est un objet que tu peux utiliser pour une chose interdite? Que Shabbat, on a le mlacha de Tochen, on a le travail, on a un des 39 travaux de ne pas moudre, de ne pas rendre des choses tellement petites. Mais quand tu as dedans déjà quelque chose de permis, à ce moment-là, tu peux les déplacer. Donc, comment on répond à cette contradiction apparente? La réponse, elle est une proposition. C'est que la permission, elle a été dite seulement par rapport à un pilon qui n'est pas vraiment mouktsé, comme je dis, parce que ça se peut que tu as là-bas du manger à l'intérieur, ou bien l'Agmara est interdit, c'est seulement dans un porte-monnaie ou une brique qui sont totalement mouktsé. Il n'y a rien de choses que tu peux utiliser pour faire quelque chose de permis. Mais dans un tel mouktsé, on n'a pas permis de le déplacer pour déplacer aussi quelque chose de permis, seulement quand tu as affaire avec un mort. Quand tu as un mort que tu ne peux pas déplacer d'une autre manière, tu peux mettre deux choses ensemble, et là tu pourrais éventuellement les déplacer. D'accord? Encore un point. Même quand tu prends un cliché Mlartol et Isso, même quand tu prends un objet qui a but d'être utilisé pour quelque chose d'interdit, pour l'utiliser ou pour le déplacer de l'endroit où il se trouve, comme on vient de voir, Tzorer Gufo, Tzorer Mokomo, pour l'objet lui-même ou son endroit, tu n'as pas le devoir de le jeter de la main dès que tu as fini l'utilisation, tu peux très bien le prendre et le poser où tu as envie, c'est pas parce que tu as permis de le déplacer d'un endroit à l'autre que dès que tu as fini, il faut que tu le lâches parce que c'est quelque chose qui va être... Même si par erreur, tu as levé un objet, pas les Tzorer Gufo Mokomo pour ta propre utilisation ou pour son endroit, mais pour quelque chose d'interdit, tu as le droit de le garder et de le déplacer, de le mettre à un endroit où tu veux dire, ah, tu as une bombe dans la main, ça va exploser. Alors, tu es tranquille, tu peux le déplacer dans l'endroit où tu as envie, c'est assez important de se rappeler, comme dit le Shulchan Aruch. Mais il y a ici un point important à se rappeler. Et le point important à se rappeler, c'est il doit avoir un but pourquoi tu tiens cet objet. Tu n'as pas le droit de tenir l'objet dans la main et de te faire du tour dans la maison juste parce que tu as un objet dans la main et que les gens profitent. Il y a un but particulier. Par exemple, si en rentrant à la synagogue, tu as ton costume et tu vois que tu as par erreur sorti un stylo, oublié, tu as changé la veste avant Shabbat, tu as dû écrire quelque chose juste avant Shabbat, tu as mis le stylo dans la poche, tu peux porter dans l'endroit où tu le trouves. On enlève tous ces critères. Et par erreur, tu vois la veste, tu n'as pas pensé, tu penses que c'est la semaine, et quelque chose dérange, tu sors, tu as un stylo dans la main, tu pensais que c'était quelque chose d'autre, c'est un stylo. Tu vas dire, ah, lâche-le par terre parce que c'est mouktsé. Tu as tout à fait le droit, si tu veux le mettre dans le bureau qui est dans la maison, tu n'as pas le droit d'attendre, et bon, c'est pas grave, je le remets dans la poche, tout à l'heure je vais changer. Non, c'est mouktsé. Tu peux aller maintenant, le mettre dans l'endroit où tu as envie, sans faire des tours en passage et tout, je vais faire autre chose avec. La question qui dérange, une des deux, si c'est mouktsé, pourquoi ça permet de tenir? Pourquoi ça permet de déplacer? Il y a plusieurs explications. Quand les Chachamim t'ont permis d'utiliser un cliché marteau et sur un objet que son but préalable était interdit, pour le Tzorer Gufo Mokomo, pour toi-même ou pour son endroit, c'était pas logique de forcer une personne de jeter les choses de la main dès qu'il a fini ce Tzorer Gufo Mokomo, ça n'a pas de sens. Et donc, si je te permets de prendre un marteau pour casser une noix, ou une noix, notre coco, etc., on ne va pas dire dès que la noix s'est cassée, maintenant tu as un objet interdit dans la main, il faut que tu lâches par terre. Ça n'a pas de sens non plus. Et donc les Chachamim, ils ont mis un astérix, ils ont mis une étoile en te disant, tout le temps que l'objet est dans la main, tu as le droit de le remettre dans le tiroir où il s'est trouvé. Il ne faut pas être tordu non plus. Et pareil, il y a des gens qui pourraient faire ça. Et pareil, ils ont dit que si tu as tenu l'objet par interdiction depuis le départ, tu ne voulais pas casser une noix, peu importe, tu voulais tenir quelque chose, il y a quelque chose qui dérange, tu prends le marteau dans la main sans réfléchir. On va dire lâche-le. Tu as le droit de le reposer à l'endroit où il faut le reposer tranquillement, sans le lâcher par terre. La semaine prochaine, on verra par rapport au tefillin, c'est quoi les critères de tefillin, pourquoi on n'a pas le droit de mettre le tefillin Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qui se revient très régulièrement dans la halakha. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as trouvé des tefillin par terre dans la rue, ou un Sefer Torah, pendant Shabbat, c'est le droit de porter ou pas, parce qu'il y en a qui disent que tu dois rester jusqu'à la fin de Shabbat à côté. Bon, il faut verra c'est la détail plus tard, et on commencera bien sûr le troisième chapitre qui est
pas seulement Mouktsé Kal, ce qu'on a vu jusqu'à présent, un Mouktsé facile, mais Mouktsé Chamo, un Mouktsé qui est déjà beaucoup plus dur. En deux mots, des choses qui ne sont pas du tout faites pour utiliser. Tu n'as aucune utilisation avec Shabbat. Même si tu voudrais les utiliser, tu ne peux pas, comme des pots d'œufs, des déchets de manger, des résidus des gravats, poubelles, toutes ces choses-là, c'est considéré Mouktsé Gamo. Est-ce que tu peux les déplacer Shabbat? Est-ce qu'une pièce à $1 du Rabbi est considérée Mouktsé Shabbat? Est-ce que tu peux déplacer ou pas? Les gens qui ont aujourd'hui des colliers avec les pièces, ou des gens qui ont $1 dans les Sfarim, est-ce que tu peux ou pas? Pareil, si tu as une collection de timbres, collection de monnaie antique ou de pièces antiques, est-ce que la neige, elle est considérée Mouktsé? Des tas de neige, un bonhomme de neige, est-ce que tu peux jouer avec la neige Shabbat? Je ne rentre pas dans l'idée même de faire fondre. C'est très bien que quand tu as une glace Shabbat dans un verre, est-ce que tu as le droit de laisser fondre que ça vient du liquide? Voilà, tout après, quand on parlera du manger, si tu veux la semaine prochaine, le cours sera un replay sur l'application Etora sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.